Bonsoir tout le monde. Bienvenue encore une fois au cycle de webinaire organisé par l'ESSESCA Paris Campus de Rabat à la marche du MBA de Management des établissements hospitaliers. Aujourd'hui, nous accueillons un éminent médecin qui nous rejoint de Conakry, de la Guinée, pour partager avec nous une innovation et un savoir-faire 100% africo-africain. Nous accueillons aujourd'hui Dr Diawara Amara, médecin de santé publique, entrepreneur, consultant en santé numérique et surtout fondateur et CEO de l'Afrique Care. L'Afrique Care n'est plus que, je rappelle que l'Afrique Care est une plateforme médicale de téléconsultation, de prise de rendez-vous, de mise en relation, d'aide à la prescription des médicaments, c'est ce qui est plus important, et autrement dit, une plateforme multiservice. Aujourd'hui, Dr Diawara nous parlera d'une thématique assez importante, surtout pour un futur manager d'un établissement de soins. Une thématique importante pour tout futur management hospitalier, même dans un cabinet de consultation pour tout futur médecin, tout simplement. La valeur ajoutée des logiciels médicaux dans un management hospitalier. Comment peut-on optimiser l'activité hospitalière? Comment peut-on travailler et gagner en matière de mode de vie, en gagnant en matière de, économiquement parlant, et gagner en matière de temps et d'optimisation dans notre activité. Dr Diawara, bienvenue et à vous la parole. Le son. Activez le son, s'il vous plaît. C'est pas beaucoup. OK. Voilà. Vous m'entendez maintenant, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est Okay, bon. Bienvenue, Dr Diawara. Ouais, merci, docteur, pour l'invitation. Et merci à tous nos éminents étudiants du NBA. Et d'abord, merci pour leur courage parce que ce n'est pas évident. Je suis passé par là. Et donc, je les encourage je leur dis qu'ils n'ont pas fait de mauvais choix. Il fallait passer ici parce que c'est tellement important pour faire un NBA, pour essayer d'être au cœur de l'innovation dans le secteur hospitalier, dans le secteur sanitaire, parce que c'est ce qui permettra de faire des transformations et de pouvoir générer beaucoup plus de gains de productivité, de performance dans les structures de santé en Afrique. Et pour commencer... Allez-y. Oui. Dr Diawara est un produit, je dirais, franco-africain. Et une innovation qui est un petit peu mixte. Pouvez-vous nous parler de votre cursus de formation? Bon, OK. En fait, moi, je suis médecin. J'ai fait ma médecine en Guinée de 2003 à 2010. Et puis après, j'ai été responsable suivi évaluation dans une ONG internationale à Dakar avant de rejoindre l'OMS Guinée. C'est après, j'ai travaillé pendant 2 ans à l'OMS. Après, j'ai quitté l'OMS. Je suis parti en France pour faire un master en santé publique à l'université Paris 13. J'ai fait un master en santé publique, après un master en économie de la santé. Et c'est par la suite, avec mes activités de consultant en France auprès des entreprises, auprès des hôpitaux, que j'ai décidé de faire un MBA en santé à l'Université Paris-Dauphine en collaboration avec l'Université McGill de Montréal. Et on a fini en 2019. J'ai été deuxième de la promo. Et c'est au cadre de cet MBA que j'ai lancé le projet africain pour venir en aide aux différents systèmes de santé parce qu'on sait que le numérique peut apporter beaucoup plus de réponses aux défis qui font face à nos différents systèmes de santé. Ça peut être les déserts médicaux, ça peut être la fuite des cerveaux parce qu'on voit que beaucoup de médecins africains vont en Europe parce que la qualité de vie, les conditions de travail ne sont pas les mêmes qu'en Europe. Et donc, il y a une fuite de cerveau, mais il faut apporter des réponses face à ça. Exactement, surtout en matière de maladies chroniques, parce qu'on sait qu'il y a une transition épidémiologique et à partir des maladies chroniques, je trouve que la technologie est vraiment une aubaine dans ce domaine. Aujourd'hui, avant d'entamer votre présentation, je voulais
voir avec vous qu'est-ce qui vous convient le plus. Est-ce que de recevoir les questions à la fin ou bien au fur et à mesure? Est-ce que par chat ou bien par indirect? C'est-à-dire... Non, mais on peut le faire, on peut aller en échange au fur et à mesure. Ce serait mieux et comme ça, les étudiants, ils vont pas, on pourra répondre à leurs questions et sinon à la fin, ça va être un peu plus compliqué de répondre à sa question. Je préfère que ça soit au fur et à mesure que j'avance et ils peuvent m'interrompre si j'ai des questions. Merci, merci. Donc, je vous laisse faire votre présentation. Et merci encore une fois pour accepter Je vais juste partager, je ne sais pas si vous voyez mon écran. Oui, oui, on arrive à le voir. OK. Bah, avant de commencer de parler des logiciels, de tout ce qui est innovation dans le secteur de la santé aujourd'hui dans le monde et en Afrique, j'aimerais bien faire un petit rappel, un petit tour historique par rapport à l'innovation dans le domaine de la santé, parce que ce n'est pas du tout évident. C'est une histoire, une petite histoire ancienne qui a commencé dans les années 70 où on était dans une médecine traditionnelle à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, en plus, il y avait l'essor de la révolution numérique qui était en cours avec l'apparition du premier microprocesseur dans le monde inventé par l'ingénieur Gordon Moore et qui a vu que le secteur de la santé aussi n'est pas laissé par compte. On a vu le bouleversement de la médecine traditionnelle parce que c'est à cette époque on a vu qu'il y a l'imagerie qui est née, des machines, la radiologie, mais aussi tout ce qui est apparition des premiers systèmes d'information hospitaliers dans les années 70. Et ça, c'était marquant, mais ce n'était pas aussi généralisé que maintenant. Et on a vu au fil des années, dans les années 80, des premiers projets de dossiers patients informatisés et des logiciels de gestion des cabinets. Donc ça, c'était depuis les années 80. C'est-à-dire avant l'industrialisation du secteur de la santé, il y avait des hôpitaux, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, surtout aux États-Unis, qui avaient mis en place des projets de dossiers informatisés pour gagner en temps, pour gagner en productivité et pour faire beaucoup plus dans l'efficience, dans l'efficacité par rapport à la qualité des soins. Et on a vu, au fur et à mesure que les années passaient, par exemple, dans les années 90, on a vu la démocratisation de l'outil Internet. Ça a été une vraie révolution parce qu'avant, on parlait de l'APRANET, c'est-à-dire le premier Internet, mais à partir des années 90, la généralisation de l'Internet, suivie du premier encyclopédie médicale, inépuisable parce qu'il y avait eu des encyclopédies en ligne où on pouvait aller consulter. Moi, je me rappelle, même si ce n'était pas à cette époque, mais dans les années 2000, 2003, 2004, on partait en ligne pour des gens qui avaient la chance de consulter Internet, d'aller voir ces encyclopédies médicales en ligne pour pouvoir faire de la recherche. Ça, c'était le début de tout ce qui était la mise en place des logiciels, la santé numérique, tout ce qui s'ensuit, parce que ça dépend des termes qu'on utilise souvent. Et le plus important dans les années 90, ce que les étudiants doivent savoir, c'est le marché industriel de la santé numérique. C'est-à-dire qu'il y a une industrialisation du marché numérique qui a fait qu'il y a beaucoup d'industries, de groupes, beaucoup d'industries qui sont intéressées au secteur de la santé pour développer des logiciels et pour essayer de le vendre à des hôpitaux, à des cliniques, par rapport à tout ce qui est dématérialisation des feuilles de soins, la facturation électronique. On a vu en France la création de la carte vitale qui a permis de pouvoir révolutionner ce secteur de la santé. Et en 2000, dans les années 2000, on a vu que l'accessibilité à l'information s'est généralisée dans le monde où les patients avaient le soif de savoir, d'aller cliquer sur Internet, sur telle pathologie, qu'est-ce que je peux avoir. On a vu que l'information, c'est-à-dire la connaissance médicale, n'était plus détenue seulement que par les médecins,
Mais à travers la généralisation de l'Internet, les gens allaient aussi sur Internet pour savoir de quoi ils souffraient. Et donc, ils s'interrogeaient à travers Internet. Et donc, ça a facilité l'interaction entre les médecins et les patients parce que les patients avaient une meilleure connaissance de pathologie qui leur permettait de participer à la prise en charge diagnostic, thérapeutique, ainsi de suite. Mais là, on voit que depuis 2020, avec la pandémie du Covid, on voit la généralisation des logiciels partout dans le monde. Et on voit aussi ce que les logiciels peuvent nous apporter, que ce soit des logiciels en intelligence artificielle, des logiciels pour la gestion des données, les logiciels pour le suivi, les logiciels pour le recensement des ressources et le tracing, la continuité des soins ont beaucoup d'impact sur la santé publique et répondent à des défis sociétaux. Parce qu'aujourd'hui, avec l'émergence des pathologies chroniques, des épidémies, on a besoin des outils pour nous aider dans la prise de décision et de pouvoir mieux diagnostiquer, mieux prévenir les maladies, mais aussi à faire en sorte que les patients puissent participer à cette prise en charge. Donc, c'était un peu cette partie historique que je voulais essayer de dire aux étudiants que ce n'est pas des innovations qui ont commencé aujourd'hui, que ça fait maintenant 50 ans qu'il y a des innovations en cours dans le domaine de la santé. Certes, en Afrique, on a pris beaucoup de retard par rapport à ça. Il y a des pays au Maghreb qui ont pris beaucoup plus d'avance. Mais par exemple, si je prends l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup plus de difficultés encore pour essayer d'intégrer ces outils-là dans le milieu hospitalier. Mais il y a des initiatives en cours, il y a des gens qui sont en train d'imaginer des solutions pour apporter des réponses aux défis auxquels font face les différents CHU, les différentes cliniques dans la zone ouest africaine. C'est pas parce que je vois s'il y a des questions. Non, ok. Vous avez des questions? Je tiens à saluer le Dr Kamaté, Dr Ba Alpha Omar, Dr Traoré, Abdoulaye qui nous ont adressé un bonsoir. Ok, super. Et donc, du coup, à travers ces historiques, il faut savoir qu'avec les différentes mutations qui sont en cours dans le domaine de la santé, parce que la 4e révolution industrielle touche beaucoup plus la santé que d'autres secteurs. Et parce qu'aujourd'hui, on parle de l'innovation, la technologie NBIC, c'est-à-dire les nanotechnologies, les biotechnologies, l'Internet, la science cognitive, qui essayent de transformer le secteur de la santé. Et donc, nous, les dirigeants de la santé, il faut qu'on s'approprie de ces outils pour ne pas être victime. Et il faut qu'on se l'approprie parce qu'il faut avoir une meilleure connaissance de ces outils. Qu'est-ce que ça peut apporter au domaine de la santé? Qu'est-ce que ça peut nous amener dans la transformation de notre organisation? Qu'est-ce que ça peut apporter à nos collaborateurs, aux cliniciens dans les hôpitaux en matière de prévention, de prise en charge, de suivi des malades? C'est beaucoup plus important parce qu'aujourd'hui, la donnée est aujourd'hui l'essence du 21e siècle. Si le pétrole a été l'essence de la révolution industrielle, aujourd'hui, la donnée, l'information est devenue l'essence de la 4e révolution industrielle. Parce qu'avec les données, vous avez beaucoup plus de sens de prédire les choses, de prendre des bonnes décisions. Mais si vous n'avez pas de données, vous ne pouvez pas faire des prédilections, vous ne pouvez pas vous projeter dans l'avenir pour essayer de prendre des bonnes décisions. Et ce sont ces logiciels-là qui permettent de faire ça. C'est pour cela que ça répond à des enjeux sociétaux. Les inégalités d'accès aux soins, la hausse des pathologies chroniques et des épidémies. On voit aujourd'hui que dans la plupart des pays occidentaux vers le Maghreb, il y a aujourd'hui des défis par rapport à l'augmentation des maladies chroniques. Et donc, l'augmentation des maladies chroniques, pour pouvoir bien les suivre, il faut des logiciels de suivi au lit du malade, même à chez lui, pour mettre des capteurs pour pouvoir informer et partager l'information, non seulement collecter, informer, partager l'information, mais l'un des défis les plus importants à mesurer en Afrique, c'est la désertification médicale. On voit que le nombre de médecins en Afrique ne fait que baisser d'année en année parce que l'attractivité de la clinique ne fait que baisser, les médecins ne sont pas bien payés, les conditions de travail ne sont pas comme en Europe, et ce qui fait que les maires ont tendance à aller vers l'Europe et qu'on a beaucoup plus
de difficultés à faire face à l'offre de soins. Mais aussi, il y a l'évolution de la démographie médicale, le vieillissement de la population, la soutenabilité économique, les défis sanitaires et sociaux. Donc, les managers qui nous suivent doivent comprendre ces enjeux-là pour comprendre l'environnement dans lequel leur organisation se situe, pour comprendre que si je suis dans un territoire, je dois essayer de voir l'environnement du territoire, quelles sont les offres qui s'opposent à nous, quelles sont les attentes, les besoins des patients et des usagers du système qui sont là-bas pour pouvoir proposer une stratégie en matière d'innovation, en matière d'organisation, en matière de prise en charge, et pour que l'hôpital puisse répondre aux offres, aux différents services qu'il propose aux patients. Donc, ce sont les enjeux que je voulais partager avec les étudiants, mais ces enjeux-là s'accompagnent aussi d'un enjeu éthique et juridique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de logiciels, on parle de santé numérique, de tout ce que ça peut apporter, mais il y a des enjeux derrière. Parce qu'aujourd'hui, vous allez utiliser des dispositifs médicaux, vous allez utiliser la téléconsultation, vous allez utiliser, par exemple, les outils diagnostiques, mais il faut savoir que tout ça, toutes ces innovations doivent être strictement encadrées par des tests de loi. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut pour l'émergence des logiciels médicaux? Il faut répondre à certaines problématiques. Donc, les dirigeants que vous êtes, vous devez savoir qu'il y a des problématiques de protection des données de santé. Donc, il faut revoir la réglementation dans vos territoires, dans votre ville, dans votre pays pour pouvoir savoir quels sont les tests de loi qui encadrent les activités. Si je propose par exemple la téléconsultation, si je propose autre chose, quelles sont les activités, les textes réglementaires que je peux mettre en place pour protéger mon organisation. Il y a aussi la sécurité des systèmes d'information et la confidentialité des données, parce que les patients tiennent beaucoup à la confidentialité des données. C'est-à-dire les données doivent être protégées et que les données des patients ne se retrouvent pas en dehors de l'hôpital, dans la main d'autrui, parce que c'est des données sensibles, il faut les protéger. Il y a aussi la certification des hébergeurs de données et des dispositifs médicaux. Il faut savoir que si je propose dans mon CHU, dans ma clinique, un logiciel, il faut que le logiciel, les données qui seront collectées sur ce logiciel soient hébergées sur un hébergeur de données de santé certifié. Certes, en Afrique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'on n'a pas beaucoup d'organismes certifiés qui font de l'hébergement des données de santé, mais il faut y penser parce qu'il y a des évolutions en cours, ça ne va pas rester comme ça, il y aura forcément des évolutions dans ce sens. Il y a aussi la déontologie médicale et la responsabilité médicale. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait dans le cadre des logiciels doivent respecter tout ce qu'on fait dans nos cliniques, tout ce qu'on fait dans nos hôpitaux en matière de déontologie médicale et de responsabilité médicale. Les droits et obligations des patients et des professionnels de santé. Ce n'est pas parce que j'utilise la téléconsultation, j'utilise un logiciel de prescription que les patients n'ont pas de droit, que les professionnels n'ont pas de droit. Tout ça doit être encadré par des tests et que chaque personne, que ce soit les patients, les professionnels de santé, puissent avoir des limites par rapport à l'utilisation des outils, des outils qu'on offre aujourd'hui pour pouvoir aider non seulement les patients à être acteurs de leur propre santé, mais aussi les professionnels à optimiser leur temps, à gagner en productivité. Et il faut penser à tous ces aspects. Il n'y a pas surtout essayer de dire je vais proposer quelque chose, je ne tiens pas compte du cadre juridique. Ça serait une erreur parce qu'en tant que dirigeant, vous êtes le premier responsable de votre établissement, vous êtes le manager, c'est vous qui décidez, vous avez la lourde responsabilité de pouvoir définir les orientations stratégiques à travers un projet d'établissement dont le projet d'établissement peut prendre en compte si vous décidez de mettre en place des outils numériques, si vous essayez de pouvoir faire une transformation numérique dans votre secteur d'activité, ça serait très important. Quelles sont les finalités maintenant
des logiciels médicaux parce que c'est vrai que ça répond à beaucoup de choses, mais comme on le disait tout à l'heure, ça permet toujours d'optimiser, fluidifier et coordonner les parcours de soins médicaux et médico-sociaux. Parce que ce n'est pas seulement on a des centres d'hébergement, des EHPAD, par exemple. Bon, même si en Afrique de l'Ouest, ça n'existe pas, je pense qu'au Maroc, ça peut exister dans certains pays où il y a des établissements médico-sociaux qui veulent optimiser, fluidifier tout le processus de production des soins. Mais aussi promouvoir la médecine des 5 P. Bon, on disait avant 4 P, mais aujourd'hui, on a ajouté la médecine des 4 P. Et cette médecine a été aujourd'hui, c'est qu'il faut sortir de la médecine réactive à la médecine proactive. Avec les innovations NBIC, on va dans beaucoup plus de prédictives, de préventives, de soins personnalisés, participatifs et pertinents. Parce que c'est beaucoup plus facile aujourd'hui avec les données, avec l'intelligence artificielle, dans l'aide au diagnostic, dans l'aide à la prise en charge thérapeutique, de personnaliser les soins. C'est-à-dire, aujourd'hui, on peut faire des séquençages d'ADN sur telle personne pour savoir qu'il peut développer telle pathologie dans telle année. Ça, c'est des logiciels qui le font à travers l'intelligence artificielle, à travers le traitement des données, et toute une masse d'informations. Mais aussi, l'une des finalités, c'est... Oui? Apparemment, il y a Manand. D'abord, est-ce que vous avez déjà défilé des diapos? Oui, je suis en cours, je suis au 5e. Là. Parce qu'on n'a pas vu que les diapos se défilent. Ah oui? Bah, peut-être que mon écran, il est... Attends. Et il y a Manand qui veut prendre la parole. Bah, ceux qui veulent prendre je suis au diapo 5, les finalités des logiciels médicaux. Oui. C'est bon? Non, on n'arrive pas à voir la diapo. Au moins pour moi. Je ne sais pas, sinon, attends, je vais arrêter, je vais repartager encore voir. C'est bon, c'est bon là? Exactement ça, oui, ça va maintenant. Malin, vous voulez poser une question avant de passer à la prochaine slide? Koulibaly, Kasson? Sinon, ils peuvent écrire dans le chat leurs questions, comme ça on pourra répondre facilement. Oui, je vous invite à écrire vos questions et comme ça on va pouvoir les répondre facilement. Merci. Merci, M. Diarra. Je peux continuer? Oui, allez-y. Bah, il y a quelqu'un qui dit qu'il y a qui vous demande de revenir sur la médecine 4P. Oui, en fait, la médecine 4P, c'est vraiment l'innovation. De mettre en mode diaporama, comme ça il peut arriver à... J'ai mis en mode diaporama, non? Moi, je suis en mode diaporama chez moi. Je ne sais pas maintenant. Chez nous, oui, c'est le mode diaporama. Merci. C'est bon? Merci. Par rapport à la médecine 4P, si vous pouvez faire un petit retour. En fait, je parle de la médecine 4P. Plutôt. Bon. Participative, préventive. Ouais, moi, j'ai parlé de médecine 5P. Bon, c'est vrai qu'il y a des discussions, il y a des gens qui parlent de médecine 4P, de médecine 5P, parce qu'il y a la pertinence aussi qu'il faut prendre en compte par rapport au choix thérapeutique, au choix diagnostique, de tout ce qui doit être fait. Mais la médecine 4P, c'est la médecine, la nouvelle médecine. En fait, c'est la nouvelle médecine parce que, oui, je ne sais pas, il y a un problème de réseau. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très, très bien. Je dis, en fait, ça vient des nouvelles révolutions en cours dans le secteur de la santé. Parce que quand on prend toutes ces technologies, que ce soit la nanotechnologie, la biotechnologie, l'Internet, la science cognitive, ça bouleverse
le secteur de la santé. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on est capable, avec l'intelligence artificielle, avec le big data, avec les algorithmes, de faire des grandes prédilections. Aujourd'hui, à travers ce qui peut se passer aujourd'hui, quand on peut analyser toute une masse de données, on peut prévenir certaines pathologies chez certaines personnes. C'est pour ça qu'on dit la médecine prédictive, c'est-à-dire qu'on prédit ce qui peut se passer dans 5 ans, dans 10 ans chez telle personne. Ça peut passer par le séquençage des ADN. Et aujourd'hui, il y a des startups qui font ça. Et avant, c'était beaucoup plus cher, mais maintenant, c'est moins cher. Même avec 1 000 €, on peut faire le séquençage de son propre ADN. Mais aussi, c'est dans le but de la prévention. Parce que si on arrive à prédire certaines pathologies, on arrive à prédire certaines maladies chez certaines personnes, on est dans la prévention. On est dans la personnalisation du soin. Mais pourquoi c'est participatif? Parce qu'aujourd'hui, tout ce qu'on doit faire dans la prise en charge d'une pathologie, dans le traitement des malades, il faut que le malade participe dans sa propre prise en charge. C'est pour ça qu'on veut que ce soit une médecine proactive, participative et qui a un peu plus de choix pertinents qui va être fait, parce que ce n'est pas seulement le médecin comme à l'ancienne qui va s'asseoir dans son bureau, qui détient la connaissance scientifique, la connaissance médicale, qui va dicter son choix thérapeutique, son choix diagnostique aux patients. Non, mais aujourd'hui, les patients sont beaucoup plus informés, ils attendent beaucoup plus de choses de la part des personnes qui les traitent, ils veulent partager des informations avec leurs médecins, et c'est pour cela qu'il est beaucoup plus important en Afrique qu'on puisse aller vers ces modèles de médecine, la médecine 4P, en prenant en compte le point de vue du patient, de ses parents, mais aussi à être dans l'anticipation. Parce qu'aujourd'hui, si on n'anticipe pas certaines choses, ça peut faire en sorte qu'on a des retards de prise en charge, qu'on a beaucoup plus de choses qu'on a du mal à anticiper. Franchement, c'est l'une des révolutions qui est en cours maintenant, et on a vu aujourd'hui avec l'épidémie, tout ce qu'on a pu faire au bout d'une année, que personne ne pouvait imaginer qu'on pouvait le faire. Parce qu'aujourd'hui, on a cette capacité d'analyse avec des algorithmes, le big data, l'intelligence artificielle. C'est des logiciels qui nous aident aujourd'hui à prévenir, à prédire certaines choses que personne d'autre ne pouvait le penser. Aujourd'hui, nous, les médecins, on a beaucoup de médecins, entre guillemets, qui vont perdre le pouvoir médical à profit des robots, de l'intelligence artificielle, de tout ce qui va se passer. Mais ce que les logiciels ne pourront pas faire, c'est les interactions sociales. C'est-à-dire qu'on ne peut pas du tout remplacer l'humain. La machine ne peut jamais remplacer, un logiciel ne peut jamais remplacer l'humain. Donc, dans vos stratégies, il faut savoir qu'on ne pourra jamais remplacer l'humain, quel que soit ce que les outils peuvent offrir dans la prise en charge. Je pense que j'ai bien répondu à la question. Je viens de vous remercier. Merci beaucoup. Okay. Donc, on va continuer par rapport à... J'ai toujours... parce qu'on n'avait pas fini. L'une des finalités aussi, c'est de mieux communiquer l'information grâce à la dématérialisation des échanges, parce qu'aujourd'hui, l'information doit suivre le patient partout où il est. Il ne faut pas qu'on concentre l'information dans un lieu physique, à l'hôpital, mais il faut que le patient, les données puissent le suivre partout où il est, et que ces données puissent être partagées entre les professionnels de santé pour optimiser la prise en charge, pour faciliter aussi des choix thérapeutiques et éviter des redondances dans les choix thérapeutiques, dans la prise en charge. Il faut aussi savoir que ça permet de mieux identifier les ressources médicales et les personnes, parce qu'aujourd'hui, on a des logiciels qui permettent de faire la cartographie des professionnels de santé sur tout un territoire, et ça évite à ce que les gens font des déplacements inutiles pour pouvoir mieux identifier les ressources dans un pays, tel médecin qu'il est disponible, dans quel secteur d'activité il travaille, dans quel CHU, s'il travaille aussi dans un centre de santé, dans une clinique. Donc, il y a des logiciels qui permettent de mieux cartographier, de mieux identifier les professionnels de santé dans un pays, dans un territoire, mais aussi de rendre les patients acteurs de sa santé et promouvoir l'idéologie du bien-être. Parce que si les patients ont beaucoup plus d'informations et qu'on partage ensemble les informations, ils seront acteurs de leur propre
santé, donc ils vont détenir leur capital santé. Ce ne n'est pas seulement les patients et les médecins qui vont décider à leur place. Il y a aussi l'insertion professionnelle, sociale, l'autonomie des patients, l'accessibilité et l'équitabilité des soins. Il y a l'optimisation des dépenses de santé, les innovations thérapeutiques et organisationnelles, parce que les logiciels là permettent aussi de faire des innovations thérapeutiques, mais aussi organisationnelles dans vos établissements, parce que c'est beaucoup plus important pour vous proposer des innovations organisationnelles, de ne pas être dans des organisations pyramidales, très concentrées, où tout se résume au directeur. Il faut être dans une méthode de transversalité, d'agilité pour pouvoir essayer de proposer des nouvelles formes d'organisation pour booster la productivité. Et on voit aujourd'hui que dans les écoles de NBA, on a tendance à encourager les directeurs d'hôpitaux à aller vers le management transversal à travers le lean management. Bon, c'est vrai qu'il y a des contraintes, mais ça permet quand même de gagner en efficacité, en efficience par rapport à tout ce qu'on propose comme stratégie. Comment on fait le choix des logiciels médicaux? Pour faire le choix des logiciels médicaux, ce n'est pas seulement le rôle du manager de l'établissement, il y a toute une équipe qui est là, qui doit réfléchir sur certaines questions. Est-ce que le logiciel est certifié? Parce que c'est très important que les logiciels soient certifiés. Bon, il y a les autorités en Europe qui certifient les logiciels. Ce n'est pas le cas encore en Afrique. Est-ce que le logiciel est adapté à ma profession et à notre spécialité? Parce qu'il y a toutes ces questions qui doivent être pensées en avant de pouvoir avoir un partenaire ou faire confiance à une startup. Est-ce que c'est un logiciel en open source? Est-ce que c'est un logiciel qui est sur le cloud? Ou bien est-ce que c'est les startups qui proposent ces logiciels? Est-ce que ces logiciels puissent être adaptés à ma profession et à ma spécialité? Ça, c'est des questions qu'il faut se poser avant de pouvoir acheter ou s'abonner sur un logiciel. Il y a aussi la compatibilité par rapport à votre système d'information, parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux qui ont des systèmes d'information et par exemple, les systèmes d'exploitation, est-ce que vous avez Windows, est-ce que vous avez Linux, est-ce que c'est le Mac que vous utilisez? Donc, il faut prendre tous ces aspects-là en compte avant de pouvoir faire le choix d'un logiciel médical dans votre organisation. Il y a aussi que l'outil que vous allez choisir, il faut que l'outil soit intuitif et ergonomique pour une meilleure navigation, pour que la navigation soit beaucoup plus fluide. Parce que il faut que l'expérience utilisateur soit là et que les gens ne se découragent pas, que ce ne soit pas, si vous choisissez des outils qui ne sont pas intuitifs, qui ne sont pas ergonomiques, ça peut être un frein pour l'utilisation à la fois pour les patients, mais aussi pour les professionnels de santé. Et les outils là doivent être adaptés à vos devises, c'est-à-dire que les ordinateurs de bureau que vous avez, les tablettes, les téléphones, est facile à utiliser en déplacement. Il ne faut pas que ce soit des logiciels sous forme de bornes électroniques, physiques, dont vous ne pouvez pas consulter en dehors de l'hôpital, mais il faut faire en sorte que des logiciels qui sont sur le cloud, qui sont faciles à utiliser partout où vous êtes. Vous avez accès à vos informations, vous avez accès à vos patients, vous pouvez interagir avec vos patients et ça crée de la proximité, ça crée de la confiance entre votre organisation et les patients. Et les patients, dès qu'ils ont besoin d'informations, ils savent où aller. Et ça peut permettre à ce que les gens puissent continuer à faire confiance à votre organisation. Quels sont les avantages des logiciels médicaux? Les avantages, comme on le disait tout à l'heure, pour les managers, c'est assurer une meilleure transparence des soins et un service rapide. Parce que l'accès à l'information crée de la transparence et ça passe aussi par des logiciels médicaux. Entretenir des relations directes et durables avec les patients. L'autre avantage aussi, c'est d'améliorer la qualité des soins aux patients et des résultats. Parce que si on est capable de bien diagnostiquer, on améliore la qualité des soins. Si on est capable de bien informer le patient à travers les données qu'on dispose, on améliore la qualité des soins, on améliore la qualité de la prise en charge. Améliorer l'expérience des cliniciens et la productivité de l'équipe soignante.
Parce que si vous êtes directeur d'hôpitaux, votre but, votre objectif, c'est de comment faire en sorte que mon équipe puisse être productive. Mais pour que mon équipe soit productive, ou pas que mon équipe passe beaucoup plus de temps dans les paperasses et à remplir les dossiers, à remplir les feuilles de soins. Mais si tout est automatisé, ça va être beaucoup plus facile à votre équipe de se concentrer sur le cœur de son métier qui est le soin. Mais aussi, ça peut permettre aussi aux cliniciens et aux patients de faire plus de choix éclairés au moment de la décision, au moment de prendre une décision sur des choix thérapeutiques, sur le diagnostic. Et aujourd'hui, les logiciels nous facilitent, nous aident à prendre des décisions à la fois pour les médecins, mais aussi pour les patients. Fonder les décisions sur des informations exploitables en matière de santé. Améliorer l'efficacité des informations opérationnelles et suivre les indicateurs de performance. Parce que quand vous êtes directeur d'hôpitaux, vous avez la lourde charge de piloter votre établissement, votre organisation. Et donc, celui qui dirige un établissement doit avoir un outil de pilotage. Et aujourd'hui, il y a des logiciels d'outils de pilotage dans les hôpitaux, dans les CHU, qui va permettre de suivre les indicateurs de performance à l'hôpital et qui va être un guide pour vous, pour prendre des oreilles, pour non seulement mieux définir les stratégies et les objectifs, les actions, les leviers qui vont en découler et jusqu'aux indicateurs. Mais aussi, l'un des avantages, c'est de se connecter avec les patients et leur permettre de contrôler leur santé. Donc, ce sont les avantages des logiciels médicaux. Peut-être qu'il y en a d'autres, mais en fait, pour moi, le résumé que je fais des logiciels médicaux, ce sont les 8 avantages que j'ai pu résumer et à partager avec vous, parce que ces logiciels n'ont pas que, bon, c'est vrai qu'il y a des inconvénients, mais les inconvénients, c'est de pouvoir les utiliser sans cadre légal et législatif. C'est ce qu'il faut éviter quand on est directeur d'hôpitaux, quand on est manager dans une organisation, dans un établissement de soins. Parce que tout ce que vous allez faire, il faut que ça soit encadré juridiquement, que votre activité soit encadrée juridiquement, du début à la fin, que ce soit des logiciels comptables, des logiciels de ressources humaines, des logiciels de prise en charge, des logiciels de recherche, des logiciels pour vous aider dans la recherche clinique. Il faut savoir que vous allez utiliser des dispositifs médicaux, vous allez utiliser des outils qui peuvent avoir des impacts sur la vie des utilisateurs. Et donc, il faut être très prudent dans les choix et à toujours penser sur le volet juridique avant de faire le choix, même si les avantages aujourd'hui, on a vu avec l'épidémie, sont nombreuses, mais il faut toujours être vigilant par rapport à ce que vous faites avec les logiciels médicaux. Il y a des questions ou... Il y a une question qui a été posée concernant comment peut-on gérer la gouvernance des cliniques à travers des logiciels. Comment on peut... en fait, la gouvernance... à travers des logiciels. Comment on peut appliquer la gestion de gouvernance hospitalière numérique en sachant que les personnes ne sont pas préparées à ces changements par manque de... En fait, c'est tout le défi, vous les futurs managers dans les hôpitaux, parce qu'il faut savoir que la transformation digitale dans les secteurs hospitaliers demande des mutations qui vont toucher les organisations, qui vont toucher les hommes, les femmes qui travaillent dans l'organisation. Et donc, vous, en tant que manager, dans votre stratégie, dans votre projet d'établissement, vous allez proposer à la gouvernance hospitalière que vous avez l'ambition de passer vers le numérique. Et le numérique, ce qui veut dire que vous avez besoin d'introduire les logiciels pour pouvoir gagner en productivité, pour essayer d'augmenter votre part de marché à travers les nouveaux patients. Par exemple, si vous êtes à Rabat et vous avez un site Internet et que vous faisiez du marketing hospitalier, ça peut permettre à des gens qui sont à Dakar, à des gens qui sont en France, de connaître votre établissement, de connaître quels sont les services que vous offrez aux gens et de rentrer facilement en contact avec votre clinique. Mais il y a tout ce qu'on appelle en gestion de projet, en management, la conduite de changement. Si vous avez une organisation obsolète, cloisonnée, qui n'a pas l'habitude d'utiliser des logiciels médicaux
ça serait très difficile, ça va prendre du temps. Et donc, ça, c'est le rôle du manager de descendre sur le terrain, expliquer son projet, faire adhérer l'équipe à son projet. Et parce que ce n'est pas seulement une décision qui doit être prise seule dans son bureau pour dire, bon, écoutez, je vais envoyer un logiciel médical, tout le monde va l'adapter. Ce n'est pas comme ça. Il faut être sur le terrain, accompagner les équipes, faire adhérer les équipes. C'est ce qui va faire en sorte que votre projet va aboutir. Et ça va permettre à ce que l'équipe s'approprie, parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des résistances dans une équipe quand il y a un changement. Mais ça, c'est le rôle du manager. D'être visionnaire, d'être proactif, d'être agile, à l'écoute, être sur le terrain. Bon, en fait, c'est de faire du slow management, toujours sur le terrain, à accompagner son équipe, à expliquer, de ne pas se fatiguer. Parce que ce n'est pas seulement la gouvernance de l'hôpital qui va décider de dire on va faire ça sans concerter l'équipe. Je ne sais pas si je réponds à la question. Il y a une question qui a été posée et celui qui a posé la question, désolé, je n'ai pas gardé. Quel genre de logiciel proposez-vous pour améliorer la santé au niveau rural? Au communauté rurale. Je vois beaucoup de questions. La question, c'est quoi, docteur? Parce que, en fait, faciliter l'accès aux patients en différentes disciplines, cela sous-entend que je sois en région afin de faciliter la transmission de ces patients. Il y a une autre question. Faciliter des soins à l'ensemble des établissements de santé ou bien tout simplement juste les hôpitaux? Non, mais en fait, c'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure que les logiciels-là, s'ils sont adoptés par les cliniques, par les cliniques de ville, par les CHU, ça permet une certaine coopération interprofessionnelle, la coordination des soins. Parce qu'aujourd'hui, si les cliniques et les hôpitaux, par exemple, dans un territoire, utilisent une plateforme logistique qui va leur permettre de partager l'information d'un patient en 1 minute sur une plateforme sécurisée, encore sécurisée, sur des canaux sécurisés, ça va permettre de raccourcir le temps de prise en charge et ça va éviter les redondances, ça va diminuer les coûts de prise en charge. Parce que imaginez que, par exemple, un malade quitte d'une clinique pour aller d'une autre clinique, on lui demande de refaire les mêmes examens. Non seulement il y a le retard dans la prise en charge, mais aussi il y a le coût que cela va générer aux malades. Et donc, si vous travaillez de façon coordonnée entre les professionnels de santé à travers les plateformes d'échange d'informations dans des canaux sécurisés, ça peut se faire. Et aujourd'hui, c'est tout l'intérêt aujourd'hui que les cliniques de ville et les hôpitaux travaillent ensemble. Parce que le but, c'est qu'aujourd'hui, les patients, ils bougent. Ils bougent beaucoup entre les cliniques, entre les villes. Et donc, si on n'a pas facilement accès au dossier du malade, ça peut faire en sorte qu'on a des retards de prise en charge, des chances de perte de vie. Et l'intérêt aujourd'hui dans les pays africains, mais ça peut passer par la réglementation, par une politique publique en matière de santé qui va renforcer ces axes, à dire aux cliniques et aux hôpitaux de travailler ensemble dans le cadre de la prise en charge, parce que les cliniques et les hôpitaux, des fois, il y a une certaine concurrence qui ne dit pas son nom, mais la concurrence ne doit pas toucher l'intérêt du malade, l'intérêt de la prise en charge du malade. C'est ce qu'il faut voir. Parce que tout ce qu'on fait, les logiciels aujourd'hui qu'on développe, des stratégies qu'on développe pour que les gens puissent s'approprier de ces logiciels, le but final, c'est quoi? C'est de satisfaire les patients. Exactement. C'est ça l'intérêt. Il y a un monsieur qui a fait un commentaire assez pertinent. Est une facturation, elle assure aussi une facturation optimale. Et en fait, bon, c'est vrai qu'il y a des logiciels, parce que je n'ai pas bien une facturation optimale. Oui, c'est vrai que ça, si vous avez par exemple des logiciels dans la chaîne de production de soins, c'est-à-dire l'achat, facturation et recouvrement au sein d'un hôpital, vous avez un logiciel, ça va vous permettre d'optimiser et de gagner beaucoup plus de temps, mais aussi de faire en sorte que le recouvrement des recettes soit mieux sécurisé.
Ça, c'est le rôle des managers, de pouvoir penser à ça. Ce n'est pas seulement qu'il y a des logiciels médicaux, il y a des logiciels de gestion des ressources humaines pour la gestion des ressources humaines, les logiciels comptables pour la facturation. Mais tout ça, là, ça doit être centralisé, que tout le monde puisse avoir accès, qu'il y a une certaine transparence dans la gestion des ressources et des recettes de l'hôpital. C'est une question que je pose moi-même. Est-ce que dans le choix des logiciels, est-ce que la question de schéma directeur ça se pose aussi dans le domaine de logiciel? Et il y a Oscar qui pose la question, quel genre de logiciel proposez-vous pour améliorer la santé en milieu rural? Ça se répète cette question. En fait, pour améliorer la santé en milieu rural, parce qu'on voit qu'aujourd'hui, en milieu rural en Afrique, la problématique, c'est quoi? On n'a pas de médecin, on n'a pas de spécialiste. Et donc, les malades n'ont que les postes de santé, les centres de santé à la rigueur. Vous allez voir un médecin pour 10 000 habitants, 15 000 habitants. C'est beaucoup plus compliqué. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut passer par la téléconsultation et la téléexpertise. Des logiciels de télémédecine on peut les utiliser pour répondre à la problématique d'accès aux soins. Mais ça prouve que les gens qui sont dans les milieux ruraux, les professionnels de santé qui sont dans les milieux ruraux soient formés à l'utilisation de ces outils. Par exemple, en Afrique, il y a 30% des affections, des consultations sont des affections dermatologiques. Mais on voit qu'en Afrique, il n'y a pas assez de dermatologues. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut mettre en place des outils, des solutions de téléexpertise, de téléconsultation pour prendre en charge ces genres d'affections en milieu rural. Et donc, ces outils aujourd'hui sont en train d'être déployés un peu partout en Afrique. C'est vrai qu'il y a des problèmes de financement qui se posent parce que c'est des solutions qui sont proposées par des jeunes startups qui n'ont pas assez de moyens pour passer à l'échelle, pour un déploiement beaucoup plus rapide parce qu'il n'y a pas d'accompagnement de la part des politiques, de la part des ministères tutelles en charge de la santé, qui fait qu'aujourd'hui, ces solutions ont du mal à exister, comme par exemple en Europe ou aux États-Unis, où on a vu tout ce que la téléconsultation peut servir dans des déserts médicaux, dans des zones où il n'y a pas assez de médecins, où les gens sont, il n'y a pas assez d'offres de services pour répondre aux besoins de la population. Il y a une question qui a été posée. Quel est l'impact économique des logiciels dans une communauté donnée, qu'elle soit urbaine ou rurale? Je crois que M. Abdoulaye qui a posé cette question. Bon, quel est l'impact économique de ces logiciels pour une structure sanitaire donnée? Oui. C'est ça? C'est ça, oui. Dans une communauté. En fait, l'impact économique, c'est le gain de productivité. C'est l'augmentation de la performance de l'hôpital. Parce que si vous gagnez en temps, vous gagnez en productivité. Et si vous gagnez en productivité, vous gagnez en performance. Et qui dit performance par rapport à l'activité de soins veut dire augmentation des recettes. Vous allez augmenter les recettes. Ça, c'est bien évidemment que si vous avez la chance de faire beaucoup plus d'activités et que les soignants s'occupent de ce qu'il est de leur cœur de métier qui est le soin, ça veut dire que vous allez augmenter votre part de marché, vous allez augmenter vos patientèles et ça va générer des recettes. Mais si vos médecins passent beaucoup plus de temps à ranger les dossiers, à chercher les dossiers, à rappeler les patients pour les prises de rendez-vous, vous allez voir que vous n'allez pas produire, en fait, vous n'allez pas être productif. L'hôpital ne va pas être productif et ça va se générer sur vos recettes. Je ne sais pas si je réponds à la question d'Abdoulaye Ba, mais tous ces logiciels, c'est par rapport à la performance économique et financière que le directeur d'hôpital doit penser pour dire à quoi sert de faire confiance au logiciel pour qu'on puisse optimiser le temps, optimiser la productivité dans le soin à l'hôpital. Je vais essayer de lire. Si vous pouvez, s'il vous plaît, afficher les commentaires, comme ça on pose toutes les questions. Je crois qu'on a répondu. Bonjour, quelle est la place de la connexion Internet? Il y a, c'est donc 4P, c'est participatif, c'est prédictif, c'est préventif,
c'est participatif, c'est-à-dire que le patient participe et enfin, c'est une soit pertinente ou bien de parcours. Si je réponds par rapport à 4P, et C'est une question sur les 4P. Technocamon qui posait une question, est-ce qu'il existe des logiciels médicaux qui permettent de minimiser, voire même de prévenir les incidents à l'occasion de prise en charge des patients dans une structure de soins? Je crois qu'on a... S'il y a des logiciels? S'il y a des logiciels médicaux qui permettent de minimiser, voire même de prévenir des incidents à l'occasion d'une prise en charge des patients dans une structure de soins. En fait, il y a des logiciels, il y a des objets connectés aujourd'hui qui puissent alerter les professionnels de santé en cas d'incident. Par exemple, même au lit du malade, à son domicile, il y a des capteurs aujourd'hui qu'on peut installer sur le patient qui est directement relié à l'établissement hospitalier ou au médecin traitant, que ce soit le médecin généraliste, qui puisse alerter les urgences, par exemple, pour dire attention, il y a une augmentation, par exemple, de la glycémie, une augmentation de la tension, du diabète. Ça, c'est surtout plus important. Aujourd'hui, il y a des dispositifs médicaux qui ont été développés, qui sont très efficaces dans la prise en charge et le suivi des maladies chroniques, des malformations conjugales, des problèmes cardiaques. Aujourd'hui, ces logiciels existent. Il y a tellement de logiciels, il faut juste taper le nom, mais il faut... C'est vrai que le choix aujourd'hui de ces logiciels est beaucoup plus compliqué parce qu'on ne sait pas où sont hébergées les données qui sont récupérées, collectées chez les patients qui portent ces bracelets ou ces dispositifs médicaux suscitent beaucoup plus de questions d'ordre éthique qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'osent pas aujourd'hui à installer ces dispositifs médicaux, ces logiciels pour pouvoir prévenir leurs médecins. Mais il faut savoir que ça existe. Il y a beaucoup de dispositifs médicaux aujourd'hui sur le marché qui puissent alerter directement le médecin traitant du malade en cas de problème de santé. Et aujourd'hui, même dans les urgences, on voit par exemple en Europe des gens avec une simple application dans leur téléphone, ils peuvent directement alerter les urgences pour dire qu'il y a un problème, il y a quelqu'un qui a fait une crise cardiaque et alerter et voir quelles sont la conduite à tenir pour la prise en charge. Il y a M. Abangourou qui pose une question. Est-il possible pour les structures qui utilisent différents logiciels d'échanger les informations sur un patient, surtout pour les patients à référer? Quelles sont, à votre avis, les conditions nécessaires pour le partage de données entre deux structures qui utilisent des logiciels différents? C'est la question. Oui, mais en fait, ça, c'est une question très importante parce qu'il faut que les logiciels soient interopérables. Si vous développez aujourd'hui des logiciels qui ne sont pas interopérables, c'est des logiciels qui n'auront pas beaucoup plus de valeur ajoutée. Il faut que l'ensemble des logiciels médicaux sur le marché puissent interchanger. C'est pour ça qu'on parle d'interopérabilité entre les outils sur le marché. Par exemple, si je prends par exemple Africare et Dabadoc, ils doivent pouvoir interchanger à travers les API des informations. S'il faut prendre en charge un malade qui est de la Guinée qui va aller au Maroc pour son traitement, à transférer directement le dossier du malade au logiciel en fait, aux Marocains pour qu'on puisse accélérer la prise en charge. Donc, il faut que les logiciels soient interopérables et je pense qu'aujourd'hui, la plupart des concepteurs de logiciels ont compris ça. Les logiciels aujourd'hui, dans la grande majorité des cas, sont interopérables. Il y a Mariam Jarod qui pose une question assez pertinente. Où puis-je trouver un logiciel efficace étant gestionnaire d'une clinique? Merci pour votre partage et vos remercie. Où je peux trouver, ça dépend de quel logiciel ils cherchent. Est-ce que c'est un logiciel pour la gestion des données? Est-ce que c'est un logiciel pour la facturation? Est-ce que c'est un logiciel pour la gestion des ressources humaines? Est-ce que c'est un logiciel de prise de rendez-vous en ligne? Ou bien c'est un logiciel pour donner l'information au patient? C'est à lui de décider quel genre de logiciel il veut et qu'il essaye de voir d'abord les besoins, qu'il identifie les besoins de sa clinique pour orienter son choix.
parce qu'il faut faire une étude de besoin de la clinique pour pouvoir choisir le bon logiciel. Et sinon, moi, ce que je propose à tous ceux qui gèrent les cliniques, c'est de ne pas développer des logiciels eux-mêmes parce que ça va les coûter beaucoup plus cher, l'hébergement, le développement et puis tout le temps que ça va faire. Mais c'est de penser à choisir des prestataires externes parce que comme ça, vous n'avez pas la gestion du logiciel, ce n'est pas votre problème. Tout ce que vous avez à faire, c'est de payer l'abonnement. Et vous avez le logiciel qui est mis à jour, il n'y a personne qui s'occupe de ça, ça va vous permettre de faire des économies. Mais si vous décidez de développer des logiciels à l'interne à l'hôpital, non seulement ça va mobiliser une équipe, et l'équipe là, il faut les payer, mais aussi il y a la gestion et la maintenance de ces outils. Et donc, quand on est directeur, on doit pouvoir faire des choix stratégiques pour dire, est-ce que nous, on va développer un outil? Ça va dire qu'il faut toute une équipe pour gérer le logiciel, pour la maintenir, pour sa maintenance. Est-ce qu'il faut faire confiance à un prestataire externe sur le cloud, par exemple, des solutions en SaaS qu'on peut utiliser sans se casser la tête pour dire, bah, on a une solution, on paye juste l'abonnement. La maintenance, ce n'est pas notre problème. On a un service qu'on nous propose, on paye le service. Tout à fait. Moi, je me pose la question, est-ce qu'on ne peut pas avoir un logiciel qui englobe tous les logiciels que vous avez cités? C'est-à-dire, on peut avoir gérer différents processus. Oui, on peut avoir des logiciels qui englobent tous ces processus, mais en fait, c'est en termes d'efficacité qui pose. Parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions en open source, en fait, des logiciels en libre service sur Internet qui ont été développés par des communautés de développeurs qui proposent des code sources à des cliniques, à des hôpitaux où on peut prendre, où on retrouve tous les dimensions, par exemple, la gestion des consultations, les dossiers médicaux, la facturation, tout est dedans. Mais c'est beaucoup plus complexe, ce qui fait qu'aujourd'hui, les hôpitaux ont du mal à se retrouver dedans parce que l'objectif, c'est de fournir des logiciels qui soient faciles d'utilisation pour les praticiens dans le milieu hospitalier, mais aussi pour les patients. Mais si vous dites que vous allez trouver, en fait, vous allez choisir un logiciel qui regroupe toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin, des fois, ça va être difficile parce que, par exemple, le département marketing, le département médical ou, par exemple, la pharmacie, la logistique, ça va être, il faut des solutions qui soient interopérables, mais si vous les regroupez ensemble, des fois, ça peut créer des bugs et si ça crée des bugs, ça crée des retards. Non seulement dans la prise en charge, dans le recouvrement, c'est beaucoup plus difficile. Donc, il faut être très vigilant par rapport à ça. Sinon, il y a des solutions en open source qui proposent ça, mais pas les startups parce qu'ils savent que c'est beaucoup plus difficile à gérer après. Il y a Bach qui pose une question. Comment faire évoluer la télémédecine en Afrique, il a dit noire, vu qu'on comment faire développer la télémédecine? On n'a même pas d'Internet fiable. Je n'ai pas bien compris pendant que... Alors, il s'interpelle comment faire évoluer la télémédecine en Afrique vu qu'on n'a même pas un accès d'Internet fiable. Ben, écoute, c'est beaucoup plus difficile. C'est vrai qu'il touche à une des problématiques que moi-même, avec Africaire, on est confronté parce que l'Internet coûte aussi beaucoup plus cher aujourd'hui en Afrique qu'en Europe ou en Amérique. Mais ce n'est pas du tout évident. On essaye de mettre en place des solutions qui puissent marcher, avoir des partenariats avec des fournisseurs d'Internet. Parce qu'en termes de responsabilité sociétale des entreprises, les fournisseurs d'Internet en Afrique peuvent aider à ce que les startups, les fournisseurs de ces logiciels puissent facilement accéder à Internet pour pouvoir proposer la télémédecine dans les zones rurales, pour qu'on facilite la prise en charge, mais il faut aller dans des partenariats stratégiques avec les fournisseurs d'Internet. Parce qu'aujourd'hui, avec le coût de l'Internet, les structures sanitaires dans les zones rurales en Afrique n'ont pas les moyens de se doter, par exemple, des outils de téléconsultation parce que ça va les coûter beaucoup plus cher, mais il faut revoir
la prise en charge, qui va prendre en charge s'il y a une téléconsultation. Et donc, aujourd'hui, la bonne stratégie, c'est de pouvoir signer des partenariats avec les sociétés de télécommunications, des opérateurs de téléphonie qui proposent Internet, qui vendent Internet en Afrique, pour qu'en termes de responsabilité sociale, sociétale des entreprises, qui puissent aider les startups à proposer la télémédecine dans les zones rurales. Sinon, pour le moment, c'est très compliqué, c'est une évidence, ce n'est pas du tout facile pour proposer la télémédecine et c'est l'une des freins aujourd'hui à la généralisation de la télémédecine en Afrique. Il y a Asega qui a posé une question assez pertinente. Ce n'est pas une question, c'est un témoignage. Il a dit que moi, je suis en zone rurale et depuis janvier, j'ai un logiciel qui m'aide beaucoup. Nos infirmiers ont été formés lentement et on a des en fin de compte, tout le monde y est. Le suivi des patients est plus rigoureux, son évolution se voit en un coup d'œil. L'activité du service est maîtrisée, mais tout autour de moi, aucun ESI, aucun logiciel médical, si bien que mes ordonnances, mes bulletins, mes prescriptions en général sont parfois renvoyées à cause de la signature électronique. Donc là, il arrive à maîtriser la situation, à réussir la conduite de changement, mais il bute à la problématique de la signature électronique. Et par rapport à la signature électronique? Parce qu'il n'y a pas, je crois, en Afrique, il n'y a pas de réglementation pour la signature électronique ou bien l'ordonnance électronique. Oui, oui, en fait, il y a la problématique il y a un vide juridique en Afrique par rapport à tout ce qui est innovation dans le domaine de la santé en Afrique, parce que je vois un peu, par exemple, il y a la réglementation qui est en cours aujourd'hui en Afrique, c'est la Convention de l'Union africaine sur la cybercriminalité et la protection des données personnelles, qui définit les données personnelles, mais ne définit pas les données de santé. Et qui fait qu'aujourd'hui, tous les startups, les fournisseurs de ces logiciels se retrouvent vers un vide juridique. Aujourd'hui, si vous allez édicter des ordonnances électroniques, quelle est la sécurité, quelles sont les limites et quelle est la validité de ces ordonnances électroniques? Et comment il faut les protéger, les sécuriser pour que ça passe dans des canaux, que ça ne se retrouve pas sur Internet. C'est beaucoup plus compliqué parce que la société africaine est en avance par rapport à ses politiques. Bon, c'est un peu dommage, mais on n'arrive pas à tenir compte de l'évolution de la science, de la technologie en Afrique, alors que la jeunesse, dans sa dynamique, aujourd'hui, est beaucoup plus en avance en matière de numérique que les autres. C'est beaucoup plus difficile, mais je pense qu'on aura une volonté politique pour pouvoir encadrer toutes ces activités du numérique dans le domaine de la santé en Afrique dans les mois et les prochaines années à venir. Il y a M. Abangourou qui vous remercie pour vos réponses. Il y a M. Ba qui se pose toujours la question, comment faire pour avoir un logiciel de gestion pour ma clinique? C'est une question pertinente, simple, mais il est direct. Comment on fait aujourd'hui, les MBIistes se posent cette question. Oui, c'est ça. Il y a beaucoup de logiciels il y a des logiciels source. Il faut qu'ils se renseignent, voir quel est le logiciel qui est mieux adapté à sa profession, à la clinique, aux spécialités qu'il propose, puis de faire le choix, mais le choix, il faut mettre en place une équipe de projet qui va travailler et qui va d'abord identifier les besoins de la clinique en termes de logiciels et de voir aussi dans son environnement qu'il y a des fournisseurs de logiciels qui sont certifiés et qui garantissent que les données seront protégées, hébergées à de bons endroits, que la déontologie médicale, le secret médical sera respecté, parce que c'est ce qui est beaucoup plus important. En fait, il n'est pas choisir des logiciels qui ne prennent pas en compte la protection des données, le respect du secret médical, parce que les données appartiennent aux patients, ça n'appartient même pas à l'organisation, à l'établissement. L'établissement ne peut les exploiter, les traiter qu'à des fins d'utilité, de recherche, et de façon anonymisée. Mais il ne faut pas que les informations des patients se retrouvent dans l'espace public et une fois collectées dans le but dans le cadre d'une prise en charge.
Exactement, c'est la question de cybersécurité. S'il vous plaît, si vous pouvez cliquer sur la rubrique questions et réponses, s'il n'y a pas d'autres questions. Sur la... Nous avons développé, attends, en termes de confidentialité, un logiciel qui donne oui, au patient un accès à son dossier médical. Sur la confidentialité. N'expose-t-il pas le praticien et la structure à des accusations de divulgation des secrets médicaux si le patient sur son dossier n'a pas lui-même protégé son accès? Bah, écoute, c'est compliqué parce que le patient, c'est au patient de donner l'autorisation au médecin d'accéder à son dossier. Et donc, les logiciels, aujourd'hui, les logiciels, même avec Africaire, on a fait ça, on a fait en sorte que c'est le patient qui donne l'autorisation au médecin de pouvoir accéder à son dossier médical. Et dès qu'il donne son accord, le médecin peut accéder à son dossier médical. Mais un médecin ne peut pas accéder au dossier médical d'un patient tant qu'il ne donne pas son accord. Et donc, c'est beaucoup plus difficile de pouvoir se situer où est-ce que la confidentialité entre médecins, entre soignants, mais ça doit se faire dans une relation de confiance. Et que ce soit le patient qui donne l'autorisation à son médecin d'accéder à son dossier. Que ce ne soit pas l'inverse, c'est-à-dire que le dossier soit créé par le médecin et qu'il autorise à son patient d'accéder à son dossier médical sans son consentement. Il faut toujours prendre en compte le consentement du patient dès que vous récoltez ou bien vous stockez ces données. D'accord, merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, c'est bon. Donc, il est déjà passé de 10 minutes. On vous remercie infiniment, Dr Diawara, pour cette présentation assez riche, assez importante. Merci pour tous les éclaircissements. Oui, si vous permettez, il y a d'autres questions. Est-ce qu'on peut... Oui. Il y a un spectateur anonyme qui pose cette question. Bonjour, je suis Monsieur Sa Thomas Kamano, médecin en République de Guinée. L'informatique médicale est une passion. Est-ce que nous pourrons avoir le support, s'il vous plaît? Bah, je ne sais pas comment on va faire pour partager le support. On va partager sur la page LinkedIn, sur la page Facebook de l'ESSK, le lien du webinaire, et on va mettre en commentaire le support. Ok. Après votre permission, docteur Diawara, bien sûr. Il y a le docteur Adjoro Dofo, au lieu de DDS à Banguro, qui est mon lieu de travail. Toutes mes excuses pour le désagrément. Il n'y a pas de désagrément. Vous êtes la bienvenue, docteur Adjoro. Donc, s'il n'y a pas d'autres docteur Diawara. S'il n'y a pas d'autres questions, j'invite les médecins d'aller faire un tour sur le site d'Africaire, comme c'est un logiciel de gestion des consultations, de prise de rendez-vous en ligne, d'aide à la prescription et téléconsultation à destination des professionnels de santé et des patients en Afrique. Le logiciel est fait pour les professionnels de santé. Ça a été développé en collaboration avec les professionnels de santé. Et on est toujours en cours d'amélioration. Vous pouvez aller sur le site, vous tapez www.africaire.com, vous allez accéder au logiciel. Et s'il y a des directeurs de cliniques qui sont intéressés, ils peuvent me contacter pour qu'on essaye de voir comment on peut les aider à mettre en place le logiciel pour faire non seulement du marketing hospitalier, la gestion des consultations, des dossiers médicaux, mais aussi d'aide à la prescription parce qu'on a développé de l'intelligence artificielle en collaboration avec un de nos partenaires en France, qui est la startup Synapse, pour sécuriser toute la prescription, c'est-à-dire toute la pharmacovigilance et tout ce qui est les effets indésirables, les contre-indications, la prescription, la posologie, les conduites à tenir face à la prescription des médicaments. C'est un outil puissant. Bon,
Malheureusement, on a eu beaucoup de questions. Je voulais vous présenter cette partie d'aide à la prescription qui est une innovation en Afrique pour lutter contre l'usage des faux médicaments, sécuriser les prescriptions, qui aujourd'hui est un outil d'aide à la décision en matière de prescription de médicaments en Afrique. Merci beaucoup, Dr Diawara. D'ailleurs, il y a des retours très, très positifs. Il y a M. Bach qui demande, M. Oscar et plusieurs intervenants qui demandent vos coordonnées téléphoniques. Et il y a M. Bach qui vous demande s'il y a possibilité d'envoyer le support en PDF sur tous les emails. Donc, si vous pouvez nous adresser le support, on l'a déjà, on va le faire. Je l'ai déjà envoyé. Oui, on va sans faute l'adresser à tous les emails de ceux qui ont participé avec nous aujourd'hui. Et pour le contact téléphonique de M. Diawara, on va peut-être le mettre sur le dernier slide avec les. Je vais le noter là, mon numéro WhatsApp, comme ça. Je ne sais pas si je peux le noter parce que. Et Haruna, ici aussi, il demande la même chose, le support de la présentation. Bien sûr, on va le partager avec vous. Notre webinaire arrive à sa fin. Je tiens à vous remercier vivement, Monsieur Dr Diawara, pour cette présentation assez pertinente. Je tiens aussi à remercier nos participants pour leur interactivité. On a atteint le max d'interactivité aujourd'hui pour vos questions, pour votre enthousiasme, pour votre volonté à changer le management hospitalier vers un management plus agile, plus intelligent et plus informatisé, un management 4.0. Merci. Je vous donne un rendez-vous le prochain webinaire de l'ESSK Paris Campus Rabat dans moins d'un mois. Et au revoir. Très bonsoir. Au revoir. Bonsoir, docteur.